le premier panel, comme l'a dit tout à l'heure le présentateur. Donc ça sera le rôle des médias dans la promotion et la protection des droits humains au Niger. Donc il sera présenté par M. Seydou Adji, journaliste, donc ancien secrétaire général du réseau des journalistes sur les droits humains. Donc comme modérateur, donc je vais apporter une petite correction. Donc ce n'est plus Seydou Amadou, donc c'est moi-même M. Boukaramadou. Donc je suis directeur central à la Commission nationale des droits humains. Donc M. Adji, donc on vous donne la parole. Vous avez 30 minutes donc, pour nous faire votre exposé. Merci. Bonjour. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous dans le cadre de ce panel qui entre les festivités de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'IDH de 1948. C'est donc l'occasion pour nous d'échanger sur cette thématique des droits humains avec un public diversifié, composé aussi bien des étudiants qui seront les journalistes et communicateurs de demain, avec aussi des journalistes qui sont sur le terrain. Donc, c'est une occasion, je dirais, de donner une idée, je vois, de confrontation de la théorie à la pratique. Le thème de notre panel, il faut le dire cadre avec le contexte actuel qui lui-même est caractérisé par deux éléments. Donc le thème consiste d'abord avec la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ensuite, le thème trouve son sens dans la période de transition caractérisée par l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie suite au coup d'État du 26 juillet 2023. Donc il y a un double aspect avec ce thème relativement à la célébration du 75e anniversaire de la DIH et relativement au contexte particulier que je viens d'évoquer. Notre intervention va s'articuler autour des deux points. Le premier va porter sur le rôle des médias dans la promotion et la protection des droits humains de manière générale, tandis que le second point traitera de la contribution des médias dans ce domaine au cours de la transition qui se déroule au Niger. Donc la première partie que je décrirai tantôt, à savoir le rôle des médias dans la promotion et la protection des droits humains, va intégrer des questions de promotion et de protection. Mais je pense qu'il faudrait définir ces termes pour une meilleure compréhension. Je ne reviendrai pas sur la définition des droits de l'homme, des droits humains, dans la mesure où il y a un film qui nous a été prodigué, qui fait l'historique des droits de l'homme et de la DIDH. Mais qu'est-ce qu'on entend par promotion? C'est quoi promouvoir? Parce qu'on parle de promotion et de protection des droits de l'homme. Il faut dire que la promotion des droits humains est constituée par l'ensemble des actions menées en vue de la connaissance et de l'appropriation par la population des différents instruments juridiques qui consacrent les droits humains sur le plan international, sur le plan régional et le plan national. Donc promouvoir, c'est faire connaître. Relativement aux médias, il faut dire que du fait qu'ils ont la capacité de toucher des milliers de personnes à la fois, les médias sont par excellence un support d'éducation aux droits humains, de sensibilisation. Et c'est pour cette raison justement que les associations de la société civile, notamment celles qui travaillent sur les droits humains,
Les États et les organisations internationales, donc tous ces acteurs, utilisent les médias pour sensibiliser les citoyens sur les contenus des instruments juridiques qui consacrent les droits humains. Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et les trois instruments forment ce qu'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme. Donc on utilise les médias pour les vulgariser, pour que les citoyens puissent les connaître. La radio et la télévision jouent à ce propos un rôle primordial dans notre pays, qui se caractérise par une domination de la tradition orale, il faut le dire, parce que nous avons un taux d'analphabétisme élevé. Donc la radio et la télévision, comme je le disais, sont des acteurs très importants en matière de vulgarisation et de sensibilisation sur les droits. Ces médias brisent donc les barrières linguistiques en offrant la possibilité aux citoyens de suivre des émissions dans leur langue et en posant aux besoins des questions aux spécialistes. Donc c'est ce qu'offrent les médias aujourd'hui. Et l'exemple le plus éloquent que ces médias audiovisuels font, c'est voir au niveau des radios communautaires, des radios rurales, qui sont des radios de proximité et qui font un travail important de sensibilisation et de promotion des droits humains, même dans les campagnes de prix d'équilibre. Parce que même si nous avons des parages juristes qui sont dans plusieurs contrées, il faut dire que l'existence des médias comme les radios communautaires leur offre des possibilités pour faciliter leur travail, pour l'amplifier et atteindre les cibles. En faisant également, je parle toujours des médias, les comptes rendus des procès auxquels ils assistent, les médias font l'éducation aux droits humains sous une autre forme. En effet, le fait de rapporter, par exemple, qu'un individu a été condamné à une peine privative de liberté, à une peine d'emprisonnement, pour avoir blessé un autre, rappelle à l'opinion que l'intégrité physique doit être respectée. Et que celui qui viole l'intégrité physique d'autrui va être sanctionné par les lois qui existent. Donc la couverture des procès aussi, c'est une façon de faire de la promotion, parce qu'on vulgarise la loi pénale, on vulgarise les comportements qui sont répréhensibles. Donc c'est important. Et c'est là où réside tout l'intérêt pédagogique de chroniques judiciaires publiées par les journaux ou diffusées sur les radios et télévisions. C'est vrai, nous en avons de moins en moins de chroniques judiciaires, mais je pense que c'est très important que les médias puissent faire cette promotion, puissent vulgariser les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, surtout que nous sommes dans une société où beaucoup de gens ne les connaissent pas. Je reviendrai plus tard sur l'importance de connaître ces instruments. L'avènement, il faut le dire aussi, l'avènement des réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui inévitables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un téléphone ici? Chacun a un téléphone. Ou tout le monde, je dirais, on en passe. Donc l'avènement et la généralisation, parce qu'il faut parler de généralisation, les réseaux sociaux offrent aujourd'hui des possibilités énormes en matière de sensibilisation et d'éducation aux droits humains, notamment dans les langues nationales. Aujourd'hui, des plateformes comme WhatsApp, comme Facebook et bien d'autres offrent la possibilité à ceux qui n'ont pas été à l'école de concevoir et de diffuser le contenu dans des langues qu'une majorité des personnes comprennent. Donc, voici ce qu'on peut dire sur les rôles des médias en matière de promotion des droits humains. Donc, outre leur rôle en matière de promotion, je disais dans mes propos liminaires que les médias jouent un rôle important aussi dans la protection des droits humains. Qu'est-ce qu'on entend par protection des droits humains? C'est quoi protéger? Il faut dire que la protection
pour la définir, c'est l'ensemble des actions entreprises en vue de constater les violations des droits humains. Il ne suffit pas de constater seulement. Prendre les mesures nécessaires en vue de la cessation de ces violations, la sanction de leurs auteurs et éventuellement les réparations des dommages subis par les victimes. Donc là s'entend la protection. Il faut dénoncer quand il y a violation des droits de l'homme. Il faut prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la violation, pour faire sanctionner les auteurs et éventuellement pour faire en sorte que la victime obtienne réparation. Si cela n'est pas fait, nous sommes dans une situation de déni de droit et nous sommes dans une situation d'impunité si l'auteur de la violation court et continue même de narguer sa victime. Ça arrive. Je vais prendre un cas extrême. Lorsqu'il y a un viol et que l'auteur du viol n'est pas sanctionné, il continue de constituer un danger pour la victime, de la traumatiser durant toute sa vie, parce que rien que le fait de le voir ou de l'apercevoir, lui fait rappeler des choses ignobles. Donc la violation, c'est tout cela, c'est tous ces choses. Disons, la protection. Maintenant, je voudrais juste faire un débat sémantique en faisant la distinction entre un abus et une violation. C'est un peu technique. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de... On utilise de façon indéterminée ou indistinctive les termes abus et violation des droits. Quand il y a un abus, ça veut dire que les droits d'une personne n'ont pas été respectés. Lorsque les droits ne sont pas respectés et qu'on saisit l'autorité, et que l'autorité agit en faisant cesser la violation, on a une situation qui est tout à fait normale. On revient à la situation initiale. Maintenant, lorsque il y a un manque de respect, la non-observance des droits humains, et qu'on s'adresse à l'autorité et que l'autorité n'arrive pas à mettre face, en ce moment, nous sommes en situation de violation. Ça, c'est important. Parce que les abus, nous en avons toujours. Quand l'État met son dispositif en marche et qu'on fasse arrêter, qu'on puisse y remédier à la situation, en ce moment, c'est le cas idéal. Et c'est quand, maintenant, la personne, rien n'est fait qu'on parle véritablement de violation. C'est un peu technique, je voulais juste faire cette clarification sémantique. Mais la protection peut se faire concrètement, parce qu'il faut aller dire comment se fait la protection. La protection se fait concrètement par la documentation. Je parlais de la dénonciation tout à l'heure. La dénonciation est liée à la documentation, parce que documenter, c'est le fait de répertorier au fur et à mesure les différentes violations qui se font, d'établir des rapports circonstanciés, faire des missions d'établissement des faits. C'est ça la documentation qu'on appelle en anglais le monitoring. Même si par ailleurs, c'est entré dans la langue française, certains parlent de monitorage aussi. Donc il faut suivre la situation des droits humains, leurs violations ou les abus, au fur et à mesure qu'ils se déroulent, pour les documenter. Parce que la documentation, elle a un aspect important parce qu'elle pourrait permettre d'avoir des éléments si la question relative à la violation devient contentieuse. Lorsqu'on va devant les tribunaux, si on avait de documentation, on avait rassemblé des preuves par-ci, par-là, en ce moment, il est plus facile d'obtenir la condamnation ou la cessation de la violation et éventuellement la réparation. Donc, il y a la documentation, la dénonciation des abus et violations des droits humains, ainsi que la mise en œuvre des mécanismes de protection, comme la plainte
devant les instances et juridictions compétentes. Donc au plan national et international. Parce que quand on documente, on dénonce, il faut aller aussi devant les tribunaux ou d'autres instances, parce que le contentieux aussi est important en matière de protection des droits humains. Pour conclure ce chapitre, que la promotion et la protection sont intimement liées. Elles sont intimement liées car les droits humains sont mieux respectés quand les bénéficiaires les connaissent et savent les voies de recours à suivre lorsqu'ils sont violés. Donc pour faire de la protection, il faut connaître d'abord les droits. Il faut connaître les mécanismes de sauvegarde de ces droits-là. Donc s'il n'y a pas la promotion, on ne pourra pas faire une protection. Parce que la protection consiste à faire la différence entre ce qui doit être, ce que la loi a dit, et la situation sur le terrain, les gars comme on dit. Donc c'est pour dire que promotion et protection vont de pair, elles sont intimement liées. Les propos que je viens d'avancer sont, il faut dire, dans une perspective généraliste en matière de protection et de promotion des droits humains. Nous allons maintenant particulariser nos propos en posant la question ou en traitant la question de savoir comment les médias peuvent contribuer à promouvoir et protéger les droits humains dans le contexte actuel. Il faut rappeler que le contexte actuel, je l'ai dit dans mes propos liminaires, est marqué par l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie suite au coup d'État du 26 juillet 2023. Et en réaction à l'avènement du CNSP, un embargo a été imposé sur presque tous les domaines à travers lesquels l'État gère les affaires. Ça, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, vous le vivez vous-même. Nous le vivons tous. En effet, au lendemain de ce coup d'État, la CEDEAO et l'IMOA, il faut les rappeler, ont pris des mesures sans précédent pour imposer un embargo à notre pays. C'est des sanctions sans précédent dans l'histoire des relations internationales, parce que, outre les avoirs financiers de l'État et l'interdiction des transactions financières entre le Niger et les pays extérieurs, les deux organisations ont étendu l'embargo aux denrées alimentaires et même aux produits pharmaceutiques. Ça, c'est une grande première cadre pour un embargo. Parce que même lorsqu'il y a un embargo, on écarte les aliments, on écarte les médicaments. Souvenez-vous que même lorsqu'il y a une guerre où il est difficile de faire des ravitaillements, il y a même eu des largages de vivres. Pour ceux qui se souviennent d'un certain passé, on a largué des vivres avec des avions parce qu'il y a des endroits qui n'étaient pas accessibles. Donc ça veut dire que la question alimentaire est importante. La question des médicaments est importante. Et à cela vient s'ajouter la suspension unilatérale par les Nigériens de la fourniture d'électricité au Niger. Alors même que cette fourniture d'électricité relève d'un accord bilatéral, un accord commercial, qui n'a rien à voir avec la CEDEAO. La fourniture de l'électricité par les Nigériens au Niger n'a rien à voir avec les accords de la CEDEAO. C'est un accord bilatéral et qui est commercial. Il n'a rien à voir avec une dimension communautaire. Mais tout cela a été mis dans un paquet pour faire sanctionner le Niger et sa population. Et ces mesures, comme il fallait s'y attendre, ont des répercussions graves et certaines sur les droits humains, particulièrement les droits économiques et sociaux de la population, dont des enfants et autres groupes vulnérables.
Parce que lorsqu'il y a ce genre de violations ou ce genre de problèmes, les gens ne sont pas impactés de la même manière. Actuellement, il y a beaucoup de groupes où certains groupes sont plus impactés que d'autres. Les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et bien d'autres personnes sont les plus vulnérables. Et tout cela, on les met dans un paquet. Ces sanctions, il faut les dire sans aval, donc sans contournement aucun, violent les instruments juridiques internationaux en matière de droits humains, à commencer par le droit à la vie, qui est menacé par le manque d'une alimentation en quantité et en qualité suffisante, mais aussi par le manque de médicaments. Vous voyez dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on parle du droit à la vie. On dit que la personne humaine est sacrée. Si on prive cette personne de nourriture et de soins médicaux, ça veut dire qu'il y a un risque à sa vie. Le droit à la vie n'est plus respecté. Je vais exagérer en disant c'est comme si on tue quelqu'un de manière silencieuse. C'est la diète. C'est la diète qu'on crée. Donc il y a un problème réel, car la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous célébrons le 75e anniversaire cette semaine, précise en son article 3, je cite, « Tout individu a droit à la vie ». Et l'article 25 de la même déclaration proclame, je cite, « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. » Ça, c'est la DIDH qui l'est dit. Quant au pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1975, auquel tous ces États sont partis, est le plus explicite à ce sujet, car il dispose à son article 11.2, je cite, « Les États au présent pacte reconnaissent le droit fondamental qu'à toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront individuellement et au moyen de la coopération internationale les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets, en vue d'assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires. » Voici ce que dit le pacte. Donc la question alimentaire doit être résolue, y compris au plan international, entre les pays exportateurs et les pays importateurs. Mais ici, on nous empêche d'importer les vivres à travers l'embargo que vous faites. Et voilà justement que la coopération internationale qui devrait combler les déficits alimentaires d'un pays enclavé comme le Niger prive ses citoyens des denrées alimentaires que ce pays voulait acheter avec ses propres ressources. Le Niger voulait acheter des denrées avec ses propres ressources, mais on les prive, on les empêche. Et c'est la coopération internationale qui les fait, alors même que si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux pactes, il est fait mention que la coopération internationale doit permettre aux États partis de remplir leurs obligations en matière de respect des droits humains. C'est-à-dire que quand un pays n'a pas les moyens nécessaires pour garantir les droits à l'alimentation, pour garantir les droits à la santé, la coopération internationale doit l'appuyer pour le faire. Et nous sommes dans une situation où cette coopération internationale, au lieu d'appuyer les Niger à faire respecter sur son territoire les droits à l'alimentation, les droits à la santé, c'est cette coopération internationale qui prive les Niger de ses ressources. Donc vous voyez bien qu'il est important. Et le pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels, il édicte les mêmes mesures en matière de santé physique et mentale dans un contexte où le Niger est privé des médicaments devant lui permettre de sauver des vies. Comme on peut le constater, la coopération internationale aujourd'hui pose un problème parce qu'elle fait
le contraire de ce qu'elle devrait faire. À présent, il faut s'interroger sur la contribution des médias dans ce contexte. Et c'est là où j'en viens avec des propositions concrètes pour les médias. Comment promouvoir, comment protéger tous les droits humains que nous avons évoqués, notamment le droit à l'alimentation et le droit à la santé, dans ce contexte de transition marqué par l'embargo sur les produits alimentaires et pharmaceutiques. Concrètement, à mon avis, les médias doivent, au titre de la promotion, nous allons passer par la promotion et la protection. Au titre de la promotion, qu'est-ce que doivent faire les médias? Ils doivent d'abord vulgariser les différents instruments juridiques qui consacrent les droits humains au plan international, régional et national auprès des populations, afin que ces dernières puissent comprendre l'injustice et l'iniquité des sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA. Il faut sensibiliser les gens sur le contenu des différents textes afin qu'ils comprennent que les sanctions qu'on a imposées au Niger violent les droits humains. C'est important qu'on les sache. Et ça, c'est le travail des médias. Nous devrons faire de la sensibilisation. Nous devrons faire connaître tous ces instruments et faire en sorte que les gens s'approprient ces instruments et ces mécanismes. Donc c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail d'éducation aux droits humains que les médias doivent faire pour promouvoir les différents textes. Au titre de la protection, il s'agira de faire des reportages bien documentés, je dis bien documentés, sur les impacts des mesures injustes et iniques prises par la CEDEAO et l'UEMOA. Je n'ai pas vu beaucoup de reportages de fond sur les impacts négatifs de ces sanctions. On se borne à s'indigner, à rappeler que ces mesures ont un impact négatif, mais il faut montrer en quoi ces impacts sont négatifs. Donc il va falloir faire des reportages pour faire ressortir les conséquences néfastes de ces mesures, notamment sur le groupe vulnérable que sont les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Aujourd'hui, un reportage sur, par exemple, les soins pédiatriques serait les bienvenus. Parce que dans cette situation où il y a des ruptures de médicaments, où il n'y a pas aussi certaines spécialités, il va falloir faire des reportages. Si vous prenez la question de la santé mentale et bien d'autres choses, c'est aussi des spécialités. Est-ce que ce produit-là existe? Comment vivent les patients qui ont été privés de ces soins? Il va falloir faire des reportages sur ces questions. Les questions alimentaires, on a montré les gens faire la queue pour avoir les riz. Ça, je dirais que c'est sensationnel. Parce que les gens sont allés au-delà pour voir en quoi les populations sont devenues résilientes. Est-ce que les gens ont exploré d'autres sources de ravitaillement en matière alimentaire? Je pense qu'il y a plusieurs possibilités de faire des reportages pour démontrer l'impact négatif de ces mesures, plutôt que de se borner, comme le citoyen lambda, à s'indigner de la situation. Au-delà de l'indignation, il faut faire un travail de fond. Il faut donner la parole aux différents acteurs, aux victimes. Et c'est là justement où nous suggérons que les médias puissent recueillir et diffuser les témoignages des victimes en leur donnant la parole. Parce que le témoignage est important en matière de médias, notamment en matière de médias. La radio, par exemple, c'est le son, c'est le témoignage. Il faut donner le témoignage, il faut, disons, permettre aux victimes de témoigner sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire et autres, toutes les personnes qui sont impactées. Les commerçants qui sont impactés, parce que c'est toute l'économie qui s'en va, et même montrer l'ampleur avec des chiffres bien précis, des statistiques. Parce que c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des médias qui ont essayé
de faire un travail sur les coûts sociaux et financiers des sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Est-ce que vous avez vu ça? Pourtant, il faut qu'on les fasse. Il faut qu'on sache l'embargo. Avec l'embargo, quel est le manque à gagner pour tel ou tel secteur? Parce que même si le Niger va en contentieux, il va porter plainte, il va falloir quantifier les dommages subis et demander réparation. Donc aujourd'hui, ce sont des questions qu'il faut évoquer au niveau des médias en faisant vraiment des reportages sur les impacts de cet embargo, donner la parole aux victimes pour qu'elles puissent dire leurs perspectives. Et aussi recueillir des chiffres et statistiques sur l'ampleur de connaissances, l'ampleur de conséquences de l'embargo imposé au Niger. Donc là, on va faire le recours au journalisme des données, au data journalisme, comme on dit, parce que aujourd'hui, sur un desk, on peut obtenir les chiffres, les analyser et donner une perspective. Il faut aussi que les médias les fassent, qu'ils puissent utiliser les statistiques, les traités et autres. Et bien entendu, il faut une formation à ce niveau sur le maniement des chiffres, ça existe. C'est aussi une piste que les gens puissent explorer pour pouvoir faire ces analyses. En guise de conclusion, je pense qu'il n'a pas été long. En guise de conclusion, il faut dire que le travail des médias favorise le respect des droits humains. Les médias utilisent une liberté, à savoir la liberté d'expression et de presse qui sont consacrées par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça qui permet à la presse d'exister, à la presse de travailler. Mais il faut dire que l'existence de la liberté de presse est un des éléments qui favorise le respect des autres droits. Parce que comme je l'ai suggéré, si la presse fait un travail d'éveil, un travail de dénonciation, elle pourrait surveiller la mise en œuvre et le respect des droits à l'alimentation, des droits à la santé, de tous les autres droits. Donc, la liberté d'expression, c'est une des conditions qui favorise le respect des autres droits. Donc, c'est important qu'on utilise les médias pour faire le plaidoyer, pour faire en sorte que tous les autres droits soient respectés dans leur intégralité. Il faudrait aussi souligner l'existence d'un préalable pour que les médias puissent faire ce travail. Il faut que les médias, les hommes et les femmes des médias, puissent eux-mêmes connaître le contenu des différents instruments juridiques internationaux et les mécanismes de leur mise en œuvre. Parce que si on ne connaît pas ces instruments juridiques et les mécanismes, comment on peut en parler, comment on peut à plus forte raison sensibiliser la population? Donc ça c'est un préalable et c'est là où j'invite les consoeurs et les confrères à s'intéresser sur ces questions, à lire ces différentes conventions, à se demander aussi, à s'intéresser sur les mécanismes de mise en œuvre et faire des reportages, des émissions de sensibilisation sur toutes ces questions. Parce qu'il faut le dire, les chantiers de la promotion des droits humains, il ne finit jamais. Il y a toujours des instruments juridiques qui apparaissent, qui sont modifiés, il y a des avancées, parfois des reculs. Les médias doivent être à l'avant-garde. Je vous remercie. Monsieur Agi, pour cet exposé que vous avez suivi certainement avec beaucoup d'intérêt, et que je peux en tout cas résumer en 2-3 parties. Donc dans la première partie, il a défini les concepts parce que le panel donc, porte sur la promotion et la protection des droits humains par les médias. Donc il a éclairé, n'est-ce pas, le public sur les deux concepts de promotion et de protection. Donc il a rappelé que la promotion n'est rien d'autre que la vulgarisation des différents textes sur les droits humains, les textes nationaux, les textes régionaux, les textes internationaux. Et sur ce point, donc, il a précisé que
les médias donc, constituent un canal approprié pour ce travail, n'est-ce pas, de vulgarisation des droits humains. Il a aussi précisé sur ce plan que, par exemple, la couverture des procès, n'est-ce pas, donc les procès auxquels les médias participent, donc, jouent un rôle pédagogique parce qu'ils diffusent des informations, n'est-ce pas, sur la loi pénale, ce qui peut vraiment permettre aux gens déjà de se discipliner par rapport à certains comportements. Donc là, c'est vraiment une très bonne chose que font, n'est-ce pas, les médias. Ensuite, le deuxième concept, la protection, qui n'est rien d'autre que le fait de constater, n'est-ce pas, et de prendre des mesures pour sanctionner. Donc il a utilisé aussi le terme monitoring, donc c'est constater sur le terrain, donc les violations des droits humains. Et également, non seulement constater, mais également accompagner, n'est-ce pas, vers des mécanismes, n'est-ce pas, donc de sanctions qui sont, n'est-ce pas, donc les tribunaux, par exemple. Donc en ce qui concerne donc la définition de ce concept, donc vraiment il a été très clair. Ensuite, le deuxième point, donc il a dit comment se fait la protection. Donc la protection, selon lui, commence par le monitoring, je l'ai dit tout à l'heure, donc aller sur le terrain, constater et documenter. Donc documenter quelque chose n'est rien d'autre que trouver les preuves concrètes, n'est-ce pas, du phénomène. Qu'est-ce qui est à la base du problème? Et c'est là le problème fondamental, n'est-ce pas, dans le cadre des droits humains, dans le cadre des violations, la documentation. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps nécessaire pour voir qui sont les violations des droits humains et qui sont les auteurs des violations des droits humains, comment est-ce que les droits humains sont violés, quels sont les droits qui sont violés. Il avait parlé dans ce sens, par exemple, il a évoqué les personnes vulnérables. Donc le plus souvent, quand on parle de violation des droits humains, il faut essayer de mettre l'accent sur les groupes vulnérables. Lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, donc, du contexte aujourd'hui dans lequel nous sommes, les sanctions que la communauté internationale, la CEDEAO nous a imposées, c'est pas moi, avec la connivence de certaines puissances occidentales, les groupes vulnérables aujourd'hui sont les principales victimes des sanctions, notamment les enfants, les femmes, etc. Donc, lorsque on s'intéresse à la question des violations, il faut voir, n'est-ce pas, donc, ces groupes vulnérables. Le troisième point donc, de son intervention, n'est-ce pas, c'est comment est-ce que les médias peuvent promouvoir et protéger les droits humains. Sur ce plan, aujourd'hui, il a pris toujours l'exemple de la période de transition dans laquelle aujourd'hui nous sommes. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux médias, n'est-ce pas, c'est vraiment d'essayer de recueillir des témoignages sur les droits humains. Également, de faire des reportages sur les impacts des droits humains. C'est ça qui est visible. C'est ça qui est visible. C'est vrai, on sait que les médias, en tout cas, font tout ce qu'ils peuvent dans ce contexte-là, mais on leur demande encore de se professionnaliser davantage, n'est-ce pas? Donc, par exemple, lorsque vous parlez d'impact de la crise, il faut montrer, il faut donner des chiffres, parce que les chiffres parlent. Donc, c'est ça qui va permettre aux gens de comprendre réellement l'ampleur du phénomène. Pour aller très vite, donc il a conclu, n'est-ce pas, en disant que aujourd'hui les médias ont un pouvoir, la liberté de presse. Aujourd'hui, grâce à cette liberté-là, donc ils peuvent
bel et bien promouvoir et protéger les droits humains. Donc voilà vraiment ce que je peux résumer, parce que l'exposé a été tellement clair que si je devrais, n'est-ce pas, parler point par point, donc j'allais me répéter. Donc dans la salle, certainement, nous avons des personnes très averties, nous avons des médias qui sont là, nous avons des connaisseurs des droits humains, des experts des droits humains. Je pense que certainement ils vont, au cours du débat, n'est-ce pas, apporter leur contribution. On va demander aux gens d'intervenir, de poser des questions précises, d'être très bref et d'éviter également les répétitions. Lorsque l'aîné Seydou Arji a touché la question relative à la chronique judiciaire, etc., ça j'ai aimé. Parce qu'effectivement, si nous voulons défendre les droits de l'homme, les journalistes avertis qui s'intéressent à cette question, c'est d'abord la lecture. Et j'insiste, j'invite les jeunes ici présents qui sont dans le secteur des médias à lire beaucoup. Vous ne pouvez pas être un excellent journaliste si vous ne lisez pas. Vous ne pouvez pas être un excellent journaliste si vous n'observez pas. La deuxième chose, c'est l'observation. Et je le dis en connaissance de cause, parce que souvent quand vous regardez, vous suivez la télé, dès qu'on touche les questions relatives à la justice, vous sentez vous-même que le journaliste ne maîtrise pas du tout le domaine. Chaque science a sa terminologie. Et c'est pourquoi je vous invite, quand vous lisez les documents, les textes de loi, allez-y vers les professionnels, allez-y vous asseoir souvent dans des salles d'audience, suivez des procès, posez des questions à la sortie de ces audiences. Vous allez être plus nantis pour pouvoir maintenant éduquer les populations. Parce que si vous-même vous n'êtes pas averti, mais comment est-ce que vous pouvez sensibiliser quelqu'un d'autre? Parce que quand j'entends quelqu'un dire, c'est un exemple que je donne, un journaliste qui dit le procureur a condamné, je suis désolé, et le procureur ne condamne pas, le procureur il requiert qu'il plaise à une juridiction d'aller dans quel sens. Lui il ne juge pas, lui il va, il interpelle quelqu'un, il l'amène devant la juridiction comme tout un truc. Donc voilà les exemples. C'est pourquoi, parce que là vous sémez le doute aussi, au lieu de sensibiliser, vous semez le doute de l'esprit et comment on appelle ça, de vos téléspectateurs. Alors, donc la lecture, l'observation et être curieux, c'est très important. Deuxièmement, lorsque Seydou a abordé le sujet relatif à la contribution des médias dans ce contexte actuel, j'insisterai sur la question de l'unité nationale. Je pense que hier, j'avais échangé avec mon jeune frère Tikiri à ce sujet. Et là, j'interpelle beaucoup le Haut Commissariat des droits de l'homme et le réseau des journalistes pour les droits de l'homme à axer essentiellement leurs efforts sur ce point. Vous avez la chance d'avoir les médias avec vous, comme ce matin. L'unité nationale doit être le socle, le moule dans lequel nous tous, les femmes et les hommes nigériens, devrions nous fondre tout à l'heure. Parce que nous sommes dans une étape particulière de notre existence. Et à chaque fois qu'il y a des événements politiques, vous allez sentir des invectives. Je vais parler de la cybercriminalité, des infractions qui se font sur les médias, des insultes, des injures, ou même la personnalité qui est au sommet de l'État, on insulte père et mère. Ça, je pense que ce n'est pas dans notre éducation. Et on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, néanmoins, et cette liberté d'expression doit s'arrêter là où commence le droit de l'autre. C'est pourquoi nous devrions faire un sursaut d'effort, parce que les forces centrifuges, je vous dis, chers médias, et c'est pourquoi sensibiliser beaucoup les gens là-dessus. Elles sont là, ces forces centrifuges sont là aux aguets, il suffit d'une petite étincelle et voilà. Et qu'Allah préserve notre pays. Donc continuez, j'insiste sur cette sensibilisation et sur ce travail pour que le RJDH, d'un commun accord avec le RJDH,
réfléchissent sur des stratégies pour toucher le maximum, que ce soit sur les réseaux sociaux dont c'est à parler, mais aussi que ce soit sur les radios communautaires et les radios privées, etc., pour que nous puissions sortir de ces sentiers battus et que cette unité qu'on a connue au Niger, qu'elle reste éperdue. Je vous remercie. Je remercie le réseau des journalistes pour les droits de l'homme qui a pris l'initiative d'organiser la rencontre de ce matin en prélude à la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Eh bien, notre patrimoine commun, c'est le Niger. Même si je suis béninois, le Niger m'appartient. Je suis un bénino nigérien. Je le dis parce que j'ai consommé la nourriture nigérienne et elle me fait du bien. Je veux parler sur le premier panel que M. Seydou Hadji nous a livré ce matin. Et je suis un journaliste. Dans ce contexte actuel, nous rencontrons pas mal de difficultés dans la recherche des informations. L'une des difficultés, c'est quoi? Quand vous allez en conférence de rédaction, c'est là-bas où tous les sujets sont définis. Et quand tu proposes un sujet en débat, on te donne un angle de traitement pour cette information. Quand tu appelles les intervenants, ils refusent de parler. Ils refusent de te donner des informations. Des fois, tu as envie d'aller dans certaines institutions de la place pour faire la recherche sur certaines données par rapport à l'impact négatif de ces sanctions illégales et légitimes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et de l'UOMOA. Mais quand tu appelles ces institutions, ils te disent que vraiment, ils ne veulent pas t'apporter des interviews, ou soit ils ne veulent pas parler catégoriquement. Donc, des choses comme ça, ça nous frustre et ça nous limite. Parce que quand quelqu'un ne veut pas te donner des informations fiables et efficaces qu'il faut pour que tu puisses mettre cette information à la disposition de la population, toi, le journaliste, tu es limité. Et après, on dit que toi, tu ne fais pas ton travail. Or, tu fais ton travail. Donc, si vous pouvez faire quelque chose à l'endroit de cette difficulté que nous rencontrons dans la recherche des informations, ça nous fera pleinement plaisir. L'autre problème, moi je reçois pas mal de stagiaires chez moi. D'ailleurs, je suis le coach des stagiaires. Quand les stagiaires viennent, je les coach, je travaille d'arrache-pied avec eux, même si je rencontre des difficultés avec ces derniers, je fais de mon mieux quand même pour les apporter le peu de connaissances que Dieu m'a donné dans le domaine de la communication, dans le domaine du journalisme. Aujourd'hui, quand ces stagiaires finissent dans nos organes de presse, on les donne des attestations, ils finissent avec les tickets. Aujourd'hui, ils ne trouvent pas de travail. Ils vont faire comment? Moi, je me dis, Hervé, et toi, tu es dans le domaine de la presse, ce n'est pas pour autant décourager les étudiants en journalisme ici. Je vous encourage à bien prendre soin de vos études. Je me dis, toi, Hervé, tu as fini les études depuis 2014 à l'EFTIC. Jusqu'à présent, tu as de peine à vivre avec le travail de journaliste, le métier. Mais quand je vois les étudiants partent à l'EFTIC pour s'inscrire dans le journalisme, je dis, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a? Et nous, on ne trouve rien et vous partez pour étudier ça. Mais je me dis, chacun a sa chance. Comme l'a si bien chanté l'artiste camerounaise Chris M, à chacun sa chance. Les droits de l'homme aujourd'hui sont bafoués véritablement dans cette république. Je m'excuse, hein, ce n'est pas pour autant insulter le Niger. Le petit enfant va insulter son papa, bon, il y a un yoko. Mais, quand l'enfant insulte le papa,
quand l'enfant insulte la maman, quand le petit frère ne veut pas respecter le grand frère, vous voyez, est-ce qu'on peut parler des droits humains? Il n'y a pas de respect. Quand je prends le côté des mendiants, aujourd'hui, les guides mendiants, véritablement, les matins de bonne heure, quand je prends taxi pour aller au travail à Francophonie, ce que mes yeux voient, je baisse la tête, je coule des larmes, je dis Dieu, toi seul tu peux sauver le Niger. Parce qu'à part toi, il n'y a plus autre Dieu qui peut sauver le Niger de cette difficulté que nous traversons dans ce contexte actuel. Le riz, ce n'est pas n'importe qui peut acheter actuellement. Si tu vois quelqu'un en train de manger le riz maintenant là, il faut le féliciter. Il faut lui dire merci. Parce que nous voyons que les droits humains actuellement là sont véritablement bafoués. On ne sait même plus à quel sein se vouer. Chacun va dans sa direction, chacun fait ce qu'il veut, chacun réagit comme il veut, et on ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, lui il est chez lui, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. En tant que journaliste, des choses comme ça me brise le cœur. Et j'ai envie d'aller au-delà de mon imagination. Mais quelque part, je me retiens, je dis, Hervé, tu es étranger dans ce pays. Entre griffes, ne mets pas ta bouche dans n'importe quoi pour sauver ton honneur dans cette république. Est-ce à dire que nous, qui sommes étrangers, entre griffes, nous avons des droits de dénoncer? Est-ce que nous avons des droits de faire sortir des informations que les gens n'ont pas connues? Qu'est-ce que le droit nous préserve? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité, chers étudiants en journalisme. Vous avez embrasé ce domaine, vous avez dit que vous voulez être journaliste et technicien. Ce n'est pas facile. Nous qui travaillons sur le terrain, nous voyons ce qui se passe, véritablement. Des fois, tu fais une semaine sans rien dans la poche. Tu vas à la maison, tu pleures, tu dis Dieu, change-moi de métier. Parce qu'il n'y a rien dedans. Dieu dit non, reste dedans, ça va aller. Reste dedans, ça va aller. C'est pourquoi je vous encourage et que les droits humains puissent avoir un œil regardant sur le travail du journaliste au Niger. Mais tu travailles, tu as 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois sans salaire, 8 mois sans salaire. Est-ce que tu peux porter une bonne information? On dit ventre affamé n'a point d'oreille. Merci. Ok. Merci beaucoup, M. Des produits expirés périmés. Au grand marché, il y a toute une liée de vendeurs de médicaments. Et ces médicaments, la plupart sont des substances de drogue et des produits contraceptifs ou d'avortement. Je sais, vous le savez, beaucoup de jeunes filles ici, maintenant, elles sont à ces consommations. Des pilules abortives ou de contraceptifs. J'avais voulu mener un peu important de substance, mais les personnes censées me donner les informations refusent. Et vous n'imaginez pas aussi me voir rentrer au grand marché, aller vers ces commerçants-là pour dire je vais faire un reportage. Ils vont vouloir ma mort. Parce que c'est des multimilliardaires, c'est des puissants. Et les personnes censées m'apporter les éléments nécessaires refusent aussi de me donner. Donc, je sais le risque, mais pour revenir à ce que le gars fait, le risque pour un salaire qui n'atteint même pas 100 000, tu vas risquer ta vie, ta peau. Moi, c'est Issa Hassan de la filière agriculture de l'université de Miami. Je voudrais, avant de faire mon intervention, rendre hommage à une femme que nous avons écoutée ce matin et dont nous avons pu apprécier le courage à travers le film qu'on nous a projeté. Les mères sont irremplaçables et je pense que ce qu'on a vu ce matin est venu le confirmer. Parce qu'une mère, même pour un enfant normal, Dieu seul sait les nuits blanches qu'elle a pu passer. Et parce que souvent on oublie que ce qui est important pour l'enfant qui doit grandir, c'est la présence physique, humaine de ses parents. Et souvent c'est surtout les mères qui remplacent et qui font ce travail-là. Donc je voudrais lui rendre hommage avant d'intervenir sur le sujet
sur lequel on vient de nous faire un exposé, que je crois très lucide. Je ne suis pas dans un regard scientifique des droits de l'homme, ce n'est pas mon domaine, mais je voudrais simplement porter un regard lucide et critique sur les problématiques même des droits de l'homme. Au travers de ce que nous avons entendu, justement, je voudrais, pour ma part, dénoncer une certaine hypocrisie de notre monde, parce que tant que ce monde restera une jungle où le droit semble être seulement à la faveur des forts pour écraser les faibles, je pense que la problématique des droits de l'homme continuera toujours à se poser. Et pourquoi je le dis? Je le dis justement parce qu'on a donné l'exemple du Niger, l'exemple du Sahel aujourd'hui, qui sont dans une démarche historique, mais que le monde refuse de reconnaître. Et pour les contrarier dans cette marche, le monde est allé au-delà du droit pour prendre des sanctions que souvent les textes même n'ont jamais prévues. Et tout le monde, personne ne dit rien, ou presque. Et c'est là justement que je voudrais saluer le rôle des journalistes dans la presse pour dire, pour dénoncer ces abus qui sont faits, notamment de la part de gens qui ont le devoir justement de protéger ces droits-là, mais qui ferment l'œil, comme on dit, et qui laissent faire, et qui laissent nous écraser, parce que c'est comme si ces gens voudraient nous voir mourir de faim, de maladie, etc., etc. Et c'est pour ça que je voudrais un peu porter notre regard, qui peut être peut-être différent de celui que le conférencier vient de faire. Je pense qu'on a deux niveaux. Le premier niveau, c'est le débat d'un point de vue du droit. Et ça, j'ai vu des gens le faire, qui sont allés, comment on appelle ça, la justice de la CEDEAO pour défendre une certaine cause, avec des arguments, avec des preuves, mais aussi, c'est qu'il y a aussi la presse qui joue un rôle très important, je l'ai dit. Et le rôle que la presse joue, c'est justement de refuser de montrer que nous sommes un peuple qui se lamente, que nous sommes un peuple qui est en train de se mettre à genoux. Nous voudrions être dignes. Et c'est pour ça que la presse refuse de dire, c'est mon point de vue, que nous sommes en train de souffrir, que nous sommes malheureux. Nous voudrions que le monde nous regarde comme un peuple digne. Et je pense que c'est ça que la presse est en train de faire. Et c'est pour ça que la presse ne veut pas montrer qu'il y a des gens qui souffrent parce que le riz n'est plus là, ou que le riz est inaccessible, etc., etc., ou que l'électricité n'est pas là. On a vu, les Nigériens, personne n'a pensé que les Nigériens peuvent ne pas se plaindre de coupure d'électricité. Et c'est arrivé, nous l'avons fait, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut regarder. Donc il y a les deux aspects, l'aspect communicationnel, qui est un choix responsable pour un peuple qui veut être digne, mais il y a aussi l'autre combat que des spécialistes peuvent faire pour amener des preuves devant des juges, pour montrer la part de crime qu'ils sont en train de commettre. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Ismaïl Moukela, étudiant en droit à 609 University of Niger. Pour ma part, j'ai juste une question. Donc je remercie aussi les panélistes pour ce qu'ils ont déjà eu à nous dire. Ma question porte sur justement le journalisme, ce rapport qu'il y a entre la fonction du journalisme et les droits de l'homme, le lien qui relie ces deux domaines, et particulièrement sur l'indépendance de la presse. Voilà, parce que bon, il y a des groupes publics, il y a des groupes privés, et souvent on reproche à certains groupes de ne pas être totalement indépendants. Dans cette perspective, où un groupe peut ne pas être indépendant vis-à-vis, je ne sais pas, des responsables, des autorités ou des propriétaires du groupe, je vais le dire ainsi, comment s'assurer que l'information qu'ils sont en train de fournir, qu'ils sont en train de passer, les dénonciations, comme le panéliste l'a si bien dit, les journalistes ont la fonction de dénoncer les violations et les abus qui sont en train de se produire. Comment faire
en sorte de ne pas tomber dans ce piège-là, faire distinguer le groupe qui est indépendant par rapport au groupe qui n'est pas indépendant pour s'assurer que justement il y a eu violation, justement il y a eu abus ou il n'y a pas eu. C'est la question que je voulais poser pour voir si nous pouvons avoir des éclaircissements. Merci. Bonjour chers participants, en particulier les aînés journalistes. Bonjour le panéliste et le modérateur. Moi c'est Ibrahim Abdraman, je suis un étudiant à l'école supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM, en journalisme audiovisuel 3e année. Je vais un peu contribuer par rapport à l'inquiétude que nous avons chaque fois. Ça rejoint la question ou bien le conseil de chef tonton à l'égard des étudiants journalistes sur la lecture et sur les terminologies des domaines. Pour ma part, j'ai dit que le monde du journalisme c'est un monde évolutif. Pourquoi je dis ça? Maintenant, ce n'est plus une question du généraliste. Un journaliste qui va traiter du social, qui va traiter des sujets scientifiques. Mais maintenant, on a tendance à comprendre des journalistes qui sont des spécialistes. De ce fait, je me suis dit que pourquoi, ici au Niger, jusqu'ici, on n'a pas atteint ce niveau où tu vas voir des journalistes spécialistes dans le domaine du droit, qui, si un sujet s'impose, qu'on fait appel à ces journalistes spécialisés dans le domaine du droit pour s'exprimer. De ce fait, vous allez voir le contenu qui va sortir ou bien qui va être diffusé. Donc, va être un contenu vraiment voulu. Parce qu'il faut comprendre les terminologies pour parler dans le domaine judiciaire. Donc, je pense que les acteurs, les défenseurs et les promoteurs de ce droit humain sont là. Donc, c'est une bonne initiative si aujourd'hui au Niger, on arrive à avoir des journalistes spécialistes dans tout le domaine, mais en particulier dans le domaine des droits de l'homme. Parce que c'est une inquiétude qui est toujours d'actualité. Donc, concernant toujours la recherche des informations, ce qu'on appelle la collecte, il va arriver, ou bien il arrive même deux fois, que tu vas faire face à une institution pour la recherche, surtout des statistiques. C'est vraiment un problème qui est toujours là et qui devient très majeur pour l'accomplissement des tâches journalistiques. Tu vas traiter un sujet et il va manquer de la documentation, surtout les statistiques. Et à ce niveau, je ne sais pas, le journaliste, qu'est-ce qu'il va faire? Tu ne peux pas inventer parce que tu n'as pas ce droit. Et ceux qui détiennent ces statistiques refusent de le mettre à l'endroit de ce journaliste qui il est de leur devoir d'informer le public de la réalité de ce qui se passe. C'est un problème majeur. Le panéliste a souligné un aspect très important lors des événements du 26 juillet sur les sanctions infligées donc au Niger. Je demande quelle est la réaction des acteurs des droits humains par rapport à ces sanctions et quel effet cela a suscité donc, par rapport à ces sanctions. Voilà un peu mes inquiétudes par rapport à ce sujet qui vient de se débattre. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, chers panélistes, distingués invités et chers aînés journalistes, bonjour. Et la journée internationale des droits de l'homme est une journée qui nous réunit en ce matin pour débattre du rôle des médias dans la promotion et la protection des droits humains. Et on constate que les journalistes nigériens traitent des sujets qui dénoncent de certains mots dont souffre la société. Mais pourquoi ces journalistes, j'aimerais savoir pourquoi ces journalistes ne traitent pas des sujets qui dénoncent le mauvais traitement de leur travail, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et j'aimerais encore revenir sur l'historique de cette journée. Et il est secret pour personne, après la Seconde Guerre mondiale, soit le 10 décembre 1948, au palais de Chaillot de Paris, dans quel contexte cette déclaration est adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, quand on sait que c'est à ce moment que la guerre froide se tient. Merci, cher Merci.
Chers panélistes, Monsieur le Président du réseau des journalistes pour les droits de l'homme, Mesdames et Messieurs l'assistance, tout protocole respecté, recevez mes salutations les plus joviales, fraternelles et distinguées. En réalité, c'est un sentiment de joie qui m'anime et un plaisir pour nous de prendre la parole en cette journée internationale des droits de l'homme. J'aimerais, avant de commencer, comme l'exige la tradition africaine, nul n'a le droit de prendre la parole en public sans pour autant se présenter. C'est pourquoi je me présente au nom de Jiba Daouda Moucharaf, étudiant régulièrement inscrit en 3e année de journalisme audiovisuel à l'école des sciences de la communication et des médias, ESCOM ex-IFTIC. Nous sommes les secrétaires généraux des élèves et étudiants de l'ESCOM. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier les panélistes pour la présentation qui est d'ailleurs salutaire et salvatrice, qui ne souffre d'ailleurs d'aucune ambiguïté, qui est limpide et qui est claire. C'est pourquoi il serait très difficile pour nous de poser des questions parce que nous avons été largement édifiés par rapport à toutes les inquiétudes. Nous allons essayer d'apporter notre contribution par rapport à ces débats. Et moi, je pense bien qu'étant des journalistes, nous sommes des combattants, des fervents défenseurs et détenteurs de la liberté, de la dignité ainsi que des droits de l'homme. Parce que quelque part, les journalistes jouent un rôle très important, très crucial et très capital. Moi, je pense bien, à ce niveau, vous devrez créer les conditions pour galvaniser les journalistes qui sont dans la salle, pour, au-delà de promouvoir les droits de l'homme, de voir dans quelle mesure les journalistes doivent créer les conditions pour la conservation, la sauvegarde et la pérennisation des droits de l'homme. Je pense bien que c'est très intéressant par rapport à ces débats. C'est ce que je vous remercie. Chère assistance, chers panélistes, bonjour. À l'état civil, je suis Mamoudou Iliassou, étudiant régulièrement inscrit à l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM ex-IFTIC. Étudiant régulièrement inscrit en 3e année en journalisme option presse écrite. Je tiens d'abord à remercier, chers assistants, d'avoir participé à ce débat très important, très éducatif et très formatif dans le domaine des droits humains. J'ai une petite contribution, c'est au niveau, parlant donc des rôles du journaliste dans la promotion et la protection des droits humains. Chers panélistes, vous avez retracé, vous avez fait cas sur l'impact, fait des reportages sur les impacts des droits humains avec des chiffres, mais également des sensibilisations sur la protection et la promotion des droits humains. Je dirais personnellement, les sensibilisations, les reportages, chaque jour, nos médias le font. Mais je pense personnellement que c'est le fond, la qualité au niveau de la sensibilisation et la diffusion de l'information qu'il faut vérifier et consolider. Pour cela, je suggérais des formations sous la responsabilité du réseau des journalistes pour les droits de l'homme à l'endroit des journalistes nigériens. J'ai également quelques questions. Le premier panéliste
Lors de son intervention, il a fait cas de la situation délit de droit. J'aimerais savoir à quoi faisons allusion. Il a également fait cas de transition orale. J'aimerais également avoir un peu d'explication sur cette expression. Pour ce, je vous remercie. Et je réponds au nom de Hanatou Zakari Moumouni, élève régulièrement inscrite à l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM ex-IFTIC. Ma question est la suivante. Sur le cas des harcèlements des stagiaires dans les médias, je prends l'exemple d'un étudiant qui part en stage dans un organe et fait face à des harcèlements par son patron. Et surtout le cas de la jeune fille ou la femme, si je peux le dire. Et en cette journée nationale des droits de l'homme, et journée internationale autant pour moi, des droits de l'homme, est-ce que cette étudiante a droit de porter plainte par son patron? Et surtout qu'il n'y a pas mal nombre des étudiants dans cette salle et qui seront peut-être à l'estage, ça pourrait être vraiment avantageux pour nous tous. Merci. Merci. Le premier participant avait parlé de l'importance de la terminologie quand on parle des droits humains. C'est tout à fait important. Chaque science, comme il le disait, a sa terminologie. Le journalisme a donné dans sa terminologie. Donc, lorsqu'on traite des questions des droits humains ou des questions des droits tout court, il va falloir avoir un minimum, un prérequis en matière de terminologie. Les droits est par nature une discipline à caractère ésotérique, pour les initiés. Et il va falloir briser cette caractéristique. Et c'est pour cette raison qu'au niveau du réseau des journalistes pour les droits de l'homme, dont je suis un des membres fondateurs, nous avons, il y a une quinzaine d'années, publié un lexique des termes juridiques, un lexique des termes judiciaires les plus usuels. C'est sous forme de livrets de poche que nous avons à l'époque mis à la disposition de toutes les rédactions. Ce lexique avait été rédigé par un magistrat pour expliquer aux journalistes la typologie des juridictions, parce qu'il y a une différence entre tribunal, entre les cours, les différentes terminologies, les prévenus, les relaxés, les rôles du ministère public, et ainsi de suite. Parce que si on ne se connaît pas, on va facilement faire des confusions. Ce lexique a direct été réédité par la maison de la presse sur autorisation des RIDH. Et je pense que les RIDH pourraient aussi continuer ce projet en faisant une nouvelle édition qui va intégrer probablement les droits des réseaux sociaux, notamment la terminologie relative à la cybercriminalité. Parce que lorsque ce lexique avait été fait, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la question de la cybercriminalité. L'intervenant a parlé aussi de la question de l'unité nationale. Aujourd'hui, la question de l'unité nationale a pris un coup, et moi je préfère parler plutôt de la cohésion sociale. Nous avons un problème de cohésion sociale. Rien qu'à suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on voit des déchirures, on voit des choses qui ne se faisaient pas, au point où les autorités de ce pays sont sorties ouvertement pour faire une mise au point et menacer de poursuivre les gens. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu ce genre de poursuite concrètement, c'est vrai, mais on constate quand même des attaques contre l'unité nationale et contre la cohésion sociale. Et c'est là où le rôle du journalisme intervient. Il va falloir faire des reportages sur cette question, donner la parole à ceux qui prêchent la bonne parole, plutôt que ceux qui prêchent la division. C'est important dans le travail qu'on fait. Et Hervé avait parlé de la difficulté de l'échange de l'information. Cette question aussi a été posée par deux autres personnes. Il s'agit de l'accès à l'information publique, mais aussi de l'accès aux autres sources de l'information.
Ce problème n'est pas récent. Et ce problème, je peux dire qu'il est plus ou moins universel, la question de l'accès à l'information publique. Et c'est pour ça que beaucoup de pays ont adapté des lois garantissant l'accès à l'information publique. Au Niger, nous avons une ordonnance sur l'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Mais malheureusement, jusqu'ici, nous n'avons pas son décret d'application. Quand bien même, certaines parties de cette loi peuvent être utilisées en attendant les décrets d'application. Mais, à ma connaissance, il n'y a pas de journalistes. Il n'y a pas de journalistes qui jusqu'ici ont utilisé cette loi. Parce que quand il y a un mécanisme, il faut le tester. Et c'est là notre faiblesse. On ne fait pas les contentieux, on ne tente pas, on dit non, on ne va pas, même si vous faites une requête, on ne vous donne pas d'information. Il faut tester. Une administration vous refuse l'information, il y a des fois des recours, il faut les utiliser avant de dire qu'on ne vous donne pas l'information. Si c'est quand vos recours seront infructueux en ce moment, vous pouvez dire qu'il y a un problème, on ne vous donne pas l'information. Mais il faut tester. Parce que dans la loi sur l'accès à l'information, du moins sur l'ordonnance, les journalistes et les anciens chercheurs ont un traitement de faveur. Parce que là où on dit que lorsque vous soumettez une requête, l'administration ou l'autorité à laquelle vous vous adressez a 15 jours pour vous répondre. Ce délai est raccourci à 5 jours lorsque la demande émane d'un journaliste ou d'un ancien chercheur. Tout ça, il va falloir le savoir et utiliser ces mécanismes pour briser la question. Parce que nous sommes dans un pays, dans une administration où la rétention de l'information, c'est ça la règle. Les gens sont jaloux de l'information, ils ne la donnent pas. L'information la plus banale parfois, qui est sur les sites de l'organisation de la personne, peut ne pas vous la donner. Essayez un jour d'aller dans une administration, demander à un responsable une information qui figure sur le site web de son organisation. Il va vous essayer de tourner, de faire des hésitations avant que vous la donniez. Alors que l'information, elle est publiée sur les sites de son organisation. Parce que nous venons de loin, nous avons une culture du secret et les fonctionnaires étaient réprimés, ils étaient sanctionnés pour des informations banales. Donc on utilise le mécanisme de problème, c'est l'accès à l'information. Nous avons des instruments politiques. Et parfois aussi, il y a des informations qui existent, mais que nous n'exploitons pas. Ça aussi, c'est quelque part de notre force. Et il faut vous dire que lorsque vous faites des reportages, ne vous dites pas que sans les sources officielles, vous ne pouvez pas faire votre travail. Vous avez des sources primaires, vous avez des sources secondaires. Et c'est les deux qui font un travail de reportage ou un travail d'investigation en journalisme. Si l'autorité refuse de parler, vous prenez acte. Mais faites parler la population, faites parler les victimes, faites parler aussi les usagers d'un service. Parce que le fait que l'autorité ou un responsable, un dépositaire de fonction publique refuse de vous parler, ne doit pas mettre fin à votre reportage. Vous le faites avec les informations qui sont disponibles, tout en indiquant que vous n'avez pas eu accès à l'information que vous avez sollicitée de la part des autorités. Ça, c'est important. Mais si vous conditionnez votre reportage à l'obtention d'une interview d'un quelconque responsable, je pense que vous n'allez pas faire votre travail. Vous allez être en quête perpétuelle d'interview. On va vous dire, allez-y demain, il faut écrire, il faut faire ceci, cela, pour vous décourager. Il y avait un journaliste qui avait parlé effectivement du problème d'accès aux sources pour une investigation qu'il a voulu faire sur les médicaments de rue. Ça, c'est une problématique importante qu'on a discuté beaucoup. Il n'y a pas longtemps, nous avons suivi un étudiant, nous avons encadré, coaché une étudiante dans le cadre d'un reportage sur les médicaments de la rue, dans le cadre d'un projet d'investigation, d'un concours de journalistes d'investigation qui a été fait par APAC. Effectivement, vous avez aujourd'hui au Grand Marché toute une section des médicaments de la rue.
Bon, je ne dis pas des médicaments de la rue, mais c'est des médicaments qui sont vendus, c'est des grossistes, tout ça, tous ces médicaments de rue que vous voyez, les gens les prennent au grand marché. Mais on attend plutôt les vendeurs qui sont dans la rue. Le vendeur qui est dans la rue qu'on persécute, lui il prend ses médicaments où? Au grand marché, en toute liberté. Lorsque vous faites un reportage, il faut un angle. Si vous n'avez pas les informations pour qui est qui derrière, au moins vous pouvez prouver qu'il y a des magasins de médicaments au grand marché. Et que tous ces petits détaillants prennent les médicaments là-bas. Vous pouvez acheter les médicaments et vous leur demandez une expertise des pharmaciens qui vont vous dire tel ou tel comportement. Tout ça, les risques. Aujourd'hui, un des reportages que vous pouvez faire une interview, c'est par exemple le fait d'éclairer la lanterne de la population sur les médicaments qui sont sous prescription médicale. Il y a des médicaments qui ne devraient pas être vendus sans prescription médicale. Mais aujourd'hui, personnellement, je peux me déplacer dans une pharmacie et les obtenir. Parce que lorsque vous partez, vous avez votre argent, on vous refuse rien. C'est des médicaments rares seulement, certains ne vous donnent pas, mais il y a des médicaments que vous allez acheter librement derrière, vous allez voir que c'est sous prescription médicale. Parce que quelque part, il y a la dimension du commerce qui est là. Donc ça, c'est un angle. On peut faire les reportages quotidiennement, même quand on n'a pas. Et l'interview des autorités, et il y a la question de la sécurité. Je suis d'accord avec vous. Lorsque vous enquêtez sur des sujets sensibles, la question de la sécurité est importante. Parce que nous l'avons enregistré au Niger et un peu partout, des agressions pouvant aller jusqu'à la mort du journaliste et son assassinat. Une perspective qui a été soulevée, je pense, par Hassan, par rapport à notre recommandation, demandant aux journalistes de faire des reportages pour montrer l'impact des conséquences de l'embargo. Voilà, je vais être clair. Je m'inscris dans une dynamique journalistique. Je fais toujours la différence, et la différence est nette, entre le journalisme et la communication. Le journalisme est basé sur le respect des faits. La vérité, on s'en tient à ça. Tandis que la communication consiste à vendre un produit, une idée, à faire passer une fois. La communication fait appel à plusieurs autres disciplines, telles que la psychologie et bien d'autres, tandis que le journalisme, on va, on observe les faits, on les rapporte, on les analyse, on les publie. La vérité, rien que la vérité. Donc je suis dans cette perspective. Maintenant, si quelqu'un pense qu'on doit raisonner sur l'angle de la dignité, ne pas montrer notre misère, tout ça, notre fierté, bon, ça aussi c'est un angle, c'est de la communication. Parce que aussi la communication, elle a ses déclinaisons. Mais pour les journalistes, les faits sont sacrés, il faut les montrer. C'est ce que je voulais vraiment dire. Parce que on a parlé de l'indignation. Effectivement, quand on fait le journalisme, y compris la communication, il y a un fait qui est là, c'est la dimension humaine. C'est la dimension humaine, c'est aussi l'émotion. Parce que lorsque vous faites un sujet, s'il ne touche pas les gens, ça veut dire que vous êtes passé de côté. Je vous parle rien que ce matin dans cette salle. Le fait qu'on nous projette le documentaire sur le combat de madame par rapport à sa fille nous a touchés. Et elle-même, elle disait, elle ne devrait pas cacher la réalité. Il faut assumer. C'est aussi cela. Que ce soit un journaliste en communication, il faut dire les faits tels qu'ils sont pour qu'ils puissent interpeller les gens, pour les toucher. Et non les cacher, sinon on rentre dans une autre perspective. Journalisme en lien avec les droits humains, indépendance des médias, on a parlé des médias indépendants, des médias non indépendants. Il y a un débat peut-être que nous ne pouvons pas faire entre les médias publics et les privés, c'est des perspectives différentes.
Les médias publics sont possédés par l'État, alors que, moi je dirais plus que nous avons des médias gouvernementaux. Les journalistes qui travaillent dans les médias publics ont double statut. C'est avant tout des fonctionnaires, mais aussi c'est des journalistes. Donc il y a cette ambivalence, au point où leur carrière est plus gérée par la dimension fonctionnaire. Parce qu'on va vous sanctionner sur la base du fonctionnariat et non sur la base de l'éthique et de la déontologie. Quel que soit le respect de l'éthique et de la déontologie que vous avez fait, travaillez dans les médias publics. Si votre superviseur estime que vous avez mal fait, mais il vous sanctionne. Donc on ne peut pas espérer une indépendance dans les médias publics. Parce que même l'accession à certains postes de responsabilité, vous savez que c'est politique. Lorsqu'il y a changement de région, notamment les directeurs changent. Et récemment, ça a été fait. Donc on ne peut pas faire cette comparaison. Ça, c'est un autre débat. Sinon, il y a des médias de service public dans certains pays qui font bien le travail, de manière indépendante. Mais ça, c'est tout un système, tout un dispositif qui existe. Si vous prenez, et la BBC aujourd'hui, c'est le modèle des médias de service public parce qu'ils ne font même pas la publicité. Et l'État britannique n'intervient pas dans la ligne éditoriale, contrairement à certains pays. Nous avons l'exemple de la SBC en Afrique du Sud. Ça aussi, c'est un exemple en Afrique. Donc, on va évoluer parce que cette indépendance des médias, il faut qu'elle tient à beaucoup de choses, au cadre juridique, mais aussi aux moyens. Les gens ont parlé des questions de conditions de vie des journalistes. Bon, pour moi, ça soulève aussi la question des droits humains. Ça vient d'abord le droit. Est-ce que le droit humain, le droit des journalistes est respecté? Parce qu'en tant que travailleur, ça fait référence aux droits économiques et sociaux. Le travail décent. Est-ce qu'on peut parler de travail décent aujourd'hui dans les milieux journalistiques? Non, je suis catégorique. Je sais de quoi je parle. La définition du travail décent, c'est un travail qui permet à la personne de se supporter, de vivre décemment, de satisfaire ses besoins. On ne peut pas parler de travail décent dans les milieux de la presse, que je connais bien et que nous avons fui, il faut le reconnaître, pour faire autre chose qui nous permet de vivre. Non, il faut faire ce maigre pas. C'est vrai, aujourd'hui, nous tous qui avons commencé les journalistes dans les années 93, 95, aujourd'hui, vous ne nous trouvez pas dans ce domaine. On est dans la communication, on est dans ce... Non, on n'a même pas les gens à vue. On est passé par là, mais aujourd'hui, c'est de nouvelles perspectives que les gens doivent chercher aujourd'hui. La presse aussi a évolué. Et les gens qui sont là, ce n'est pas qu'ils ont fait les mauvais choix, ils ont aussi des perspectives aujourd'hui. Quand vous faites le journalisme, vous avez plus de possibilités aujourd'hui de créer votre contenu que de penser vouloir travailler pour quelqu'un qui va vous asservir. Il y a des possibilités aujourd'hui. Avec la production, le contenu local et bien d'autres choses, vous pouvez être votre employeur. C'est important. Parce que vouloir travailler toujours pour quelqu'un, ça a des limites aussi. Oui, parce que les journalistes ne dénoncent pas les mauvaises conditions de travail. Il y a des syndicats de journalistes, mais qui ne sont pas effectifs, il faut les rappeler, parce que nous sommes dans un milieu où la répression est très forte. Je connais les tentatives des syndicats, de faire des syndicats qui avaient échoué parce que les personnes étaient isolées. Donc il y a une question aujourd'hui, c'est même les entreprises de presse en fait. Est-ce que les entreprises de presse sont viables, mais aussi est-ce que les patrons de presse acceptent les libertés syndicales? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est vraiment très compliqué. Et là aussi, il y a une question qui est relative entre la formation des journalistes en droits humains, ça, je laisse ça au RIDH et son mandat. Je parle, parce que nous avons formé des journalistes et à plusieurs niveaux, nous avons donné des certificats de CDROM, c'est vraiment des formations pointues, étalées sur plusieurs mois.
qui ont été faites. Donc, c'est un travail de formation qui doit être perpétuel de manière continue. Parce que la formation doit être continue, il y a toujours de nouvelles choses qui se font. Il y a une question qui est nécessaire à poser, c'est la question du harcèlement dans les médias. Ce n'est pas dans les médias seulement. Le harcèlement existe dans beaucoup de choses, mais comme ça nous concerne, je pense que c'est une question qui est sensible et qui est un peu difficile à résoudre parce qu'elle est marquée par l'omerta. Les gens ne veulent pas en parler. Or, pour briser cette chaîne, il faut que quelqu'un décide de sacrifier, y compris sa carrière, pour en parler, pour dénoncer. Parce que c'est comme les viols. Les victimes ne sont pas facilement prêtes à faire la dénonciation pour éviter une stigmatisation. Donc le harcèlement aussi c'est ça. Il est difficile que quelqu'un dise qu'il est harcelé parce qu'il se sent un peu dégradé, mais aussi par peur de représailles. Donc il va falloir trouver des gens qui puissent dénoncer, mais aussi les mécanismes de protection. Ces mécanismes de protection ne peuvent être faits qu'à travers les organisations des journalistes et des organisations des femmes notamment, parce qu'il faut dire la vérité, c'est les femmes qui sont harcelées, c'est les filles. Et nous en savons des cas. On a entendu des plaintes, il y a des confrères qui se sont spécialisés là-dessus, tout ça. On n'en entend pas. Donc, il va falloir que quelqu'un prenne son courage à demain pour dénoncer, quitte à quitter la boîte et faire autre chose. Mais au moins, on aura mis fin au comportement délictueux de ces personnes-là qui sont en train d'utiliser leur position pour contraindre les filles à faire ce qu'elles ne veulent pas, à monnayer leur position. Ce n'est pas du tout intéressant. Je dirais que c'est abject. Je vais finir juste par quelques définitions. Quelqu'un avait parlé du délit des droits. Quand on parle de délit des droits, c'est quand vous avez un droit et qu'on vous refuse de le reconnaître. C'est comme un délit de justice. C'est-à-dire qu'on vous fait tort, vous partez devant un tribunal, on refuse de vous rendre justice. Donc, c'est un délit de justice. Donc, quand je parle de délit des droits, vous avez des droits. En tant qu'être humain, vous avez les droits humains. Mais ils sont violés, on refuse de réparer, on refuse de sanctionner la personne. Ou on refuse de vous accorder c'est à quoi vous avez légalement droit. Donc c'est un délit de droit. C'est comme l'impunité. L'impunité, c'est quand celui qui a commis la violation n'est pas sanctionné. Il continue de courir et même à narguer sa victime. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur lui. La deuxième question, c'est sur la tradition orale. Quand on parle de tradition orale, c'est pour dire que dans nos sociétés, la communication et le mode d'expression est dominé par la parole plutôt que l'écriture. C'est ça, nous avons une tradition orale, c'est-à-dire que l'oralité est dominante dans notre système d'expression et de communication. L'écriture, elle est marginale. L'écriture est marginale et aujourd'hui, quand vous faites la communication, il vous est plus facile d'atteindre les gens à travers l'oralité, la radio, la télévision, qu'à travers l'écrit. Aujourd'hui, je suis convaincu que ceux qui peuvent lire les Hausa, les Arabes, les Fulfulde écrits, ils ne sont pas nombreux. L'alphabet même, vous ne connaissez pas. Mais si on vous parle oralement, Hausa, Fulfulde, Jarma, Groumanchement, vous allez comprendre. Donc nous sommes une société dominée par l'oralité et quand on fait des émissions, on fait des actions, il faut passer par l'oralité. Je pense avoir répondu de manière synthétique à la plupart des questions, les autres étant des contributions. Et je remercie par ailleurs ceux qui les ont donnés. Ça enrichit les débats, ça édifie les uns et les autres.